envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Nous avons l'obligation de vous informer, nous avons l'obligation d'appeler ceux qui font l'actualité, ceux qui peuvent analyser, ceux qui peuvent répondre aux questions très questionnantes sur ce plateau de votre émission Au Centre. Aujourd'hui, comme annoncé déjà dans les réseaux sociaux, il a répondu après plusieurs inconvénients, tentatives, mais quand même aujourd'hui il est là parce qu'il a toujours été au service du peuple. Lui, il s'appelle comme ça le professeur Devos Kitoko, secrétaire général délégué et communicateur de la cellule politique Lamouka. Il est là avec nous, professeur Devos Kitoko, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Voilà, professeur Devos Kitoko, avec vous, nous allons tenter d'analyser les grandes lignes d'actualité de la semaine, et nous allons parler des réformes parce que la classe politique congolaise pense qu'il faut réellement aller aux réformes parce qu'il y a vraiment des béquilles dans nos lois. Également, nous allons parler de l'insécurité à l'Est, et l'insécurité continue toujours. Nous allons parler du social, les social peuple congolais, et la formation du gouvernement Samalou Kondé aussi, la déclaration de votre leader Martin Faïlou. Mais commençons par le premier point, c'est les réformes. Avant qu'on y arrive, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des dégâts à cause de la pluie. Vous êtes très proche de la population, votre analyse? Oui, mais la pluie, c'est un phénomène naturel. Ça ne pose pas de problème. La pluie doit être là pour que les gens vivent et que le climat soit régulé. Et ce qui pose problème, c'est l'absence de l'urbanisation. Donc, les constructions anarchiques, conséquence logique d'un déficit et de l'absence de l'État, et c'est ce qui nous amène à déplorer les pertes énormes en vies humaines et chaque fois qu'il y a la pluie. Ailleurs, la pluie est porteuse de bonheur. La pluie, c'est la joie, parce qu'on dit après la pluie vient le beau temps. Vous estimez que le gouvernement est incapable, ce gouvernement est incapable de protéger sa population? Non, peut-être on va arriver à ce gouvernement, mais il faut reconnaître que depuis plusieurs années, plusieurs décennies, notre pays s'est caractérisé par une absence totale d'un plan d'aménagement du territoire et aussi d'un plan d'urbanisme en rapport avec la gestion de nos villes. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le fait de 2 années de la gestion chaotique de Tshilombo. Moi encore de 18 ans de Kabila. Vous voyez ce qu'on a connu pendant la période Mobutu, tout ce qu'on a connu comme transition, l'arrivée de l'AFDEL, les 18 ans de Joseph Kabila, on n'a pas tenu compte qu'il faut urbaniser nos cités. Chacun peut acheter un territoire ou il peut acheter un terrain auprès de chef coutumier, il construit d'abord, il va régulariser après. Mais tout ça, ça pose un problème de l'existence même de l'État, l'autorité de l'État. Ailleurs, c'est l'État qui aménage les avenues, les canalisations d'eau, l'électricité, donne le modèle des maisons et les gens construisent après.
mais chez nous, on construit d'abord et on régularise après. Mais conséquence, comme nous sommes dans un état en faillite, et toute la société aussi. Donc, selon vous, Félix Antoine Tshisekedi est victime, vous les dédouanez. Voilà, merci. Évoluons avec vous, Lamuka. Je vous ai présenté ici comme coordonnateur de la cellule politique de Lamuka et aussi vous êtes secrétaire général de l'ESI des partis chers à Martin Fayulu, candidat malheureux. Alors, professeur de vos Kitoko, vous tous, vous parlez des réformes. Vous, Lamuka, quelle est votre analyse par rapport à ces réformes que vous souhaitez qu'avant les élections 2023, qui est ces réformes? Est-ce que vous avez votre modèle des réformes? Merci beaucoup. Donc, je veux d'abord corriger quelque chose de très important. Martin Fayulu m'a dit, celui que les Congolais appellent aujourd'hui le commandant du peuple, n'a jamais été candidat malheureux. Il est le président qui a été légitimement élu, mais victime d'un hold-up électoral. Donc, nous ne sommes pas en train d'accompagner un candidat malheureux, nous sommes en train d'accompagner un président élu. Voilà, c'est le choix du peuple. Maintenant, quelles sont les réformes dont on a besoin? Comme je viens de vous le dire, le 18 décembre 2018, le peuple congolais est appelé à aller voter, choisir ses dirigeants. Au niveau national, il faut choisir un président de la République. Au niveau législatif, national et provincial, nous devons nous désigner nos députés nationaux, députés provinciaux et qui pourront plus tard élire les sénateurs. C'était comme ça. On arrive le 30 décembre 2018, le peuple fait un choix de rupture. Le peuple fait un choix sanction. Il fallait mettre fin à la Kabylie et au kabylisme. Malheureusement, ce choix est saboté. Ce choix n'est pas pris en compte. Le vote est volé. Et on se retrouve devant des listes qui circulent au niveau de la députation provinciale, au niveau de la députation nationale. Les listes circulent et les gens doivent être nommés selon la volonté d'un seul homme, M. Kabila. Il nomme les députés provinciaux, il nomme les députés nationaux, il désigne les sénateurs et enfin, il décide sur celui qui sera le prochain président de la République. Et nous entrons directement dans ce que nous qualifions de crise de légitimité. Parce que les institutions qui sont mises en place ne reflètent pas la volonté du souverain primaire. Et là, on est au mois de janvier, les résultats sont proclamés. En février, le 8 février, le commandant du peuple, Martin Fayulu, prend ses responsabilités. Il écrit à l'Union africaine, il écrit au secrétaire général des Nations Unies, il écrit à l'Union européenne pour leur dire, voilà, nous sommes dans un chaos, nous devons agir avant qu'il ne soit tard. Nous sommes dans une crise de légitimité, je vous propose un plan de sortie de crise. Au Conseil de la réforme institutionnelle. Voilà, là on ne parle pas encore du Haut Conseil. C'est un plan de sortie de crise. Nous devons sortir de la crise. Les gens ne comprennent pas ce que signifie ce plan de sortie de crise. Le 10 mai 2019, Martin Fayulu signe la sortie de sa proposition de sortie de crise. Et cette proposition, c'est ça l'essentiel, est fondée essentiellement et uniquement sur les réformes institutionnelles. Nous ne voulons plus revenir sur celui qui a fait ceci, qui a fait cela. Nous tournons vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est corriger ce qui nous a amené à ce que nous déplorons. Il faut les réformes. Mon cher ami. Là, vous acceptez, selon les autres, pensez que dans cette proposition, là, vous avez accepté que président Félix est président, il doit gérer jusqu'en 2023. Non, c'est pas comme ça. Parce que c'est ce que les gens pensent de cette proposition. Merci beaucoup. Je dois éclaircir votre lanterne, éclaircir aussi le peuple congolais qui nous écoute. Qu'est-ce qui arrive? Martin Fayulu nous dit, première chose, nous devons faire la décompte des voix parce que la CENI avait déposé un exemplaire de chaque PV au niveau de la Cour constitutionnelle et gardé aussi un autre exemplaire, et ce qu'il fallait donner aux témoins des partis politiques, vous savez ce qui s'est passé, ils ont bloqué ça, ils ont refusé. Martin Fayulu est arrivé pour dire, bon, si vous ne voulez pas de recomptage
des voix. Ce qui était déjà une mission impossible. Okay. Parce qu'il si n'y avait vous ne voulez pas ça, c'est impossible parce que chacun doit gagner la face. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous faisons des réformes. La réforme signifie quoi? Nous changeons la CENI en termes de lois organiques, en termes de lois électorales et des animateurs. Nous allons revoir notre système de sécurisation du processus électoral. Nous voyons le fonctionnement de notre justice, les juges électoraux, notamment la Cour constitutionnelle et les cours d'appel, et nous revoyons les CESAC pour garantir l'accès à tous aux communications publiques d'État. Dès que nous terminons ces réformes, la deuxième possibilité, parce que nous ne sommes plus en mesure de recompter les voix, nous devons organiser les élections générales anticipées. Pendant cette période, c'est Tshisekedi qui gère. Et selon la proposition, il faut nous aider. Je vous l'ai dit. Okay. Nous devons aller aux élections générales anticipées. Mais les réformes doivent nous prendre plus ou moins 1 année et demie, ou tout au plus 2 ans. Pendant ces 2 années, la coalition FCC cache, qui est un pouvoir de fait, continue à gérer la République. Mais parce que pendant cette période, les activités principales vont se baser sur les réformes institutionnelles, nous créons un organisme public appelé le Haut Conseil national de la République pour les réformes institutionnelles. Et cet organisme public sera dirigé, chapeauté par la MOUCA et avec la participation des représentants des autres forces. Il faut expliquer le peuple, c'était par Martin Fayulu et Mouzitou. Non, parce que vous avez exclu Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, vous étiez donné directement le boulot. C'est ça que les gens pensaient. Ça c'est récent. Lorsque le plan de sortie de crise est sorti, d'abord au nom de Martin Fayulu comme président élu, après la MOUCA a récupéré la proposition le plan de sortie de crise qui cessait d'être la proposition de Martin Fayulu qui devenait le plan de sortie de crise de la MOUCA. À ce moment-là, on ne parlait pas, on était tous ensemble. Alors, c'était quoi? Il fallait équilibrer les rapports de force. Parce que vous gérez les institutions, vous gérez la République à travers les institutions illégitimes. Les institutions illégitimes. En contrepartie, pour éviter que les fraudeurs ne fraudent pas davantage, il fallait que l'organisme qui s'occupe des réformes pouvant conduire les pays de la dictature vers un État véritablement de droit soit chapeauté par la MOUCA qui avait gagné l'élection mais victime de ces hold-up électoraux. C'était ça le plan. Il fallait équilibrer les rapports des forces sur le terrain. Malheureusement, les alliés au pouvoir nous ont opposé une fin de non-recevoir en disant, je cite, la République marche normalement, les institutions en place fonctionnent sans problème, il n'y a pas de crise. Donc si Martin Fayulu a conçu un plan de sortie de crise, c'est un plan fondé sur un vide parce qu'il n'y a pas de crise. Là vous oubliez parce que le président de la République avait répondu à Martin Fayulu qu'il est député national, il peut aller au Parlement et proposer. Non, c'est comme ça, c'est parce qu'il niait. C'était la réponse. Non, c'est parce qu'il niait qu'il n'existait pas de crise et que les institutions, notamment le Parlement, les cours et tribunaux, le président de la République comme institution, ça fonctionnait normalement et qu'il n'avait pas... C'était un mensonge selon lui. Selon Antoine Félix Tshilombo, à l'époque, avec M. Kabila, il prétendait qu'il n'y avait pas de crise. Mais Martin Fayulu leur a dit il y a une crise profonde. Là, vous parlez d'un mariage contre nature. Oui, mais maintenant, mon cher ami, il a fallu attendre 2 années plus tard pour que les réels arrivent, que l'évidence ne soit plus à cacher et la crise éclate au grand jour. Mais c'est une crise artificielle parce que c'est une crise fondée sur les querelles autour du partage des bulletins électoraux. Les bulletins du braquage électoral divisent en termes de consommation et de partage. Les gens se bousculent. Qui doit prendre la tête? Qui va prendre le ventre? Qui doit prendre la queue? Ils se bousculent. Et ils s'éclatent en plusieurs morceaux. Et maintenant nous leur disons,
le Parlement est bloqué, ne fonctionne pas dans son ensemble. Le gouvernement ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de conseil des ministres. Les ministres du cash et les ministres du FCC ne sont plus capables de se parler, de se regarder en face. Les cours et tribunaux sont divisés en deux camps. Les cours et tribunaux proches de Kabila et les cours et tribunaux avec leurs magistrats. Selon vous, la crise était partout. Proche de Chilombo. Donc la crise était constatée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Au lieu de prendre le recul, d'être humble, de reconnaître que ce que le véritable lui nous avait dit est arrivé, les gens, ils se comportent en un système qui se dissout pour se reconstituer après. Et voilà, tout de suite, les pions sont déplacés, les fusibles sautent, un nom est trouvé et il s'appelle l'Union sacrée et que nous avons qualifié de la seconde grossesse du couple FCC-Cash. Voilà. Et les gens, on est là. Maintenant, nous disons, chers amis, Félix Antoine Chilombo prend le courage, il dit au peuple congolais que j'ai échoué pendant 2 ans, je n'ai rien fait. C'est maintenant que je vais commencer le travail. Il avait dit, il a subi les humiliations, il faut répéter ce qu'il a dit. Mais je vous dis, il a subi les humiliations. Il était bloqué par les ennemis de la République, si on peut interpréter ainsi. Alors, il a la volonté de mieux faire. Il a appelé les gens qui ont l'amour du pays pour faire l'union sacrée, une manière de faire marcher la machine. Est-ce qu'il avait et Katumbi a répondu, et Jean-Pierre Bemba a répondu. Est-ce qu'il avait rappelé à la population qu'au mois de février, lors de son meeting à Sainte-Thérèse, Martin Fayulu lui avait demandé, et il l'a répété à Kisangani en avril, que M. Antoine Félix, mon frère, tu as contracté un mariage incestueux, qu'on peut qualifier de mariage homosexuel. Quittez là-bas, vous êtes dans les trous. Sortez de là, revenez dans le peuple. Mais c'est fait, non? Il vous a écouté, aujourd'hui nous sommes dans l'Union sacrée. Il n'y a plus le FCC. Il n'a pas compris, il a continué à s'entêter. Et là, il arrive, il vous dit, il a été humilié par qui? Les ennemis de la République. Non, ce sont les gens qui ne veulent pas le bonheur des Congolais. J'arrive maintenant au fondamental. À l'Union sacrée. L'Union sacrée est là, et l'Union sacrée se pose comme objectif engager les réformes. Ok. Nous disons, voilà, les réformes dont on a besoin, ce sont des réformes profondes, des réformes substantielles qui doivent baliser le chemin vers de véritables élections. Les élections transparentes, crédibles et les élections qui doivent nous conduire vers la vérité des urnes. Voilà pourquoi maintenant le commandant du peuple, coordonnateur en exercice de la Mouka, le président élu Martin Fayulu, il dit: je vous ai proposé des réformes. J'ai chanté les réformes, peut-être vous n'avez pas cru. Vous ne comprenez pas quel est le contenu des réformes dont j'ai besoin. Martin Fayulu a fait que piquer les réformes annoncées par les G13 en suivant Delis Esanga et les autres. Non, tout ça c'est la matrice du... Pour cette fois-là, si vous invitez Delis Esanga avec qui nous avons eu une séance de travail très nourrie autour du commandant du peuple, je vais venir. Et je vais vous démontrer la différence entre la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI de G13 Zano et la proposition de la Mouka. Maintenant, la Mouka amène une proposition de réforme de la loi. Cette proposition est différente des autres propositions en quoi? Expliquez-nous votre proposition. C'est ça, c'est que le peuple doit retenir. Ok, aidez-nous. La première différence est la différence fondamentale entre la CENI de M. Kabila et cette CENI de la République. C'est une institution indépendante, M. Devos-Kitoko. La CENI qui était au service de Kabila. Selon vous. Et cette CENI de M. Kabila est différente de la CENI que la Mouka propose
à la population sur les principaux points qui est la neutralité, l'indépendance et l'apolitisme. Nous ne voulons plus de la CENI remplie de politiciens. Martin Fayulu, il propose que la plénière de la CENI, le bureau de la CENI, le secrétariat national de la CENI, ces institutions soient pilotées par des experts et la société civile. Tenez, l'ancienne CENI... Ça a toujours été le cas. La CENI a toujours été pilotée par la société civile. Non, ce n'est pas le cas, cher ami. L'ancienne CENI... Nanga et de la société civile, Ngoï Mulunda et les autres. On doit éclairer l'opinion. Okay. L'ancienne CENI avait un bureau composé de 13 personnes. Okay. Ces 13 personnes venaient d'où? 13 personnes. Selon la loi, l'ancienne loi organique, 6 personnes devaient provenir du parti ou regroupement politique majoritaire au Parlement. Donc les 6 venaient du FCC. 6 membres. 3 membres devaient venir des partis politiques de l'opposition au Parlement. Ça fait 9 sur 13. À ce moment-là, quand vous avez 9 politiciens sur 13, parce que les 3 venaient de la société civile, pour faire 12, et les confessions religieuses devaient proposer le président tout de suite politisé par le pouvoir en place. Maintenant, si vous avez 10 politiciens, plus 3 membres de la société civile, cette CENI est apolitique ou politisée? C'est la politisation. Voilà pourquoi Martin Fayulu dit, l'actuel bureau de la CENI, il n'y aura aucun politicien. Nous avons un bureau dont le nombre passe de 13 à 17 en raison de 8 représentants de la société civile qui viendra des confessions religieuses. Nous avons 8 confessions religieuses dans notre pays. Dans chaque confession religieuse doit envoyer son candidat. Chaque confession religieuse doit désigner le meilleur de son organisation, et ce meilleur doit avoir une expertise avérée. Chaque confession religieuse, son nombre est 8. Nous avons aussi 8 regroupements de la société civile. Et chaque regroupement de la société civile, vous avez la société civile des mouvements citoyens. Ils désignent des personnes. Vous avez les sociétés civiles, les associations qui défendent les droits de la femme. Ils délèguent des personnes. Le Conseil supérieur de la magistrature délègue une personne. L'ordre des avocats, une personne. Les associations électorales, ils délèguent encore des personnes. Si vous prenez les 8 des confessions religieuses, plus les 7 qui proviendront de mouvements citoyens, les 8 qui proviendront des mouvements citoyens, ça vous fait 16. 15. À ce moment. 7 plus 8, ça fait 15. Non, ça fait, c'est 8, 8. 8, 8, ok. Ça fait 16. Et les rapporteurs de la CENI devraient être recrutés par concours et son adjoint. Plus question de venir dire, toi tu es rapporteur tout puissant, non. On organise un concours qui peut être organisé par le PNUD, par n'importe quelle organisation qui sera sélectionnée par appel d'offres. On recrute un monsieur crédible, digne, indépendant. Est-ce que vous ne rêvez pas trop? Parce que apparemment, les élections, c'est pour des politiciens, c'est pour la classe politique, c'est pour la classe politique. Vous voulez exclure la représentativité ou soit la représentation d'un membre d'un parti politique, comme l'aide dans les élections, et prendre les gens qui n'ont... Au niveau de la plénière, au niveau de la plénière, si vous prenez les 8 représentants des confessions religieuses et les 8 représentants de la société civile, telle que je viens de l'énumérer, ça vous fait combien? Ça vous fait 16. Plus les rapporteurs adjoints, les rapporteurs plutôt et son adjoint qui seront recrutés sur le concours, ça vous fait combien? 18. Ça vous fait 18, non? Maintenant, vous avez les 6 membres les représentants de la classe politique, les politiciens.
il y a 3 forces politiques là aujourd'hui dans notre société, mon cher ami. Comment ça? Il y en a plusieurs. Nous avons l'Assemblée de Moïse Katoum, nous avons MLC, nous avons l'UDPS, nous avons la Mouka aujourd'hui, que vous n'avez pas les députés, que vous n'avez pas assez les députés. De quelle force vous parlez? Si on doit compter des forces, vous n'êtes pas là. Vous allez aux élections, même si vous reprenez les faux résultats fabriqués par Ananga et M. Kabila, les forces se dessinent. Vous avez d'une part les FCC de M. Kabila, Kabila lui-même qui n'a pas encore adhéré à l'Union sacrée, avec ceux qui se réclament encore fidèles à lui. Vous avez la Mouka qui avait comme porte-tendard Martin Fayoulou Madidi, et vous avez les Caches. C'était l'ancienne confédération. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons la Mouka dans sa confédération actuelle, avec le présidium dirigé par Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Vous avez les FCC Caches élargis aux débauchés de la Mouka et de partout, patronnés avec à la tête M. Antoine Félix Tshisekedi, et vous avez Kabila qui n'a pas encore adhéré. Donc si chaque composante politique peut déléguer 2 personnes, ça nous fera 6. Vous, la Mouka proche, Martin Fayoulou et Mouzito, vous n'avez pas assez de députés. Vous n'avez pas assez de députés. De quelle force vous parlez? Parce que la force se retrouve au Parlement. C'est Katoum et Jean-Pierre Bemba qui incarnent aujourd'hui. Non, c'est pas un problème de députés. La représentation. Mon cher ami, ce n'est pas un problème des députés. Nous voulons mettre en place une CENI où les politiques seront là uniquement pour surveiller. Donc quitter de 13 à 24 selon vous. À 23. À 23. Oui. Ça, c'est faire consommer encore, faire saigner la caisse de l'État. On n'a pas assez de moyens. Vous voulez donner l'emploi aux gens ou bien comment? Je vais vous donner un exemple pour comprendre que ce que nous proposons, c'est moins que ce qui existe aujourd'hui. Monsieur Nanga, Corneille Nanga, allez vérifier à la CENI. Son cabinet en tant que président de la CENI actuelle est constitué de 250 agents payés par le trésor public. M. Bassengezi, son vice-président de la CENI, a un cabinet constitué de 150 agents. À 2 seulement, les agents de leur cabinet, ça fait 400 personnes. Mais tous sont payés par le trésor public. Mais c'est trop ça. Ce n'est pas les 23 vous avez compté ces agents ou soit nous parlons tout simplement, nous parlons tout simplement de la plénière qui sera constituée de 23 personnes. Mais le bureau de la CENI, le bureau qui va gérer au quotidien, sera constitué de 17 personnes. Mon cher ami, les 17 personnes qui proviendront de la société civile, des confessions religieuses, ces 17 personnes-là vont commencer de manière rotative au niveau de les 8 confessions religieuses, vont commencer à proposer de manière rotative les modérateurs de la CENI. Donc le président de la CENI sera rodé à tout moment, comme la Mouka se faisait avec ses leaders. Le président de la CENI ne sera plus un tout-puissant qui voyage, conclut des marchés, amène l'argent, achète les politiciens et distribue l'argent comme il veut. Cher ami, M. Nanga Corneille a dépensé près d'1 milliard de dollars pour l'organisation des élections passées. À qui a-t-il rendu compte? Où est-ce qu'on a fait un audit pour savoir comment Nanga a pu dépenser cet argent? L'enrôlement des électeurs a coûté 450 millions de dollars. Comment est-ce qu'on a pu auditer pour savoir comment cet argent a été dépensé? Pourquoi? Parce qu'il y avait un tout-puissant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous nous proposons que les 8 confessions religieuses qui vont déléguer chacune une personne, un expert, dirigent la CENI par rotation. Donc la présidence de la CENI, selon vous, doit être rotative. Oui, la présidence de la CENI doit être rotative. Mais M. Levos Kitoko, vous ne voyez pas que non, là vous vous lancez dans un désordre organisé, vous? Non, c'est pas un désordre. Comment ça? Non, c'est pas un désordre, mon cher ami. Comment gérer une présidence comme ça? Oui, d'abord, à 8 personnes, on fera les rapports à qui? Vous ne voyez pas que non, là vous il y a d'abord, vous plongez le pays dans les différentes
directions, les anciennes directions, sont transformées en commissions. L'enrôlement, la logistique, l'administration sont des commissions. Chaque représentant d'une confession religieuse est président d'une commission. Et son adjoint vient de la société civile. Maintenant, ce sont les présidents des commissions qui sont membres du bureau, qui font de manière rotative se succéder. Tout simplement parce que il ne faut pas rendre cette fonction-là de président de la CENI comme un futur président de la République qui a tout en main, qui fabrique tout. Voilà pourquoi, dans la proposition de réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI que le présidium de la MOUCA présente, le secrétariat national, le secrétariat exécutif national, là où M. Mission était à l'époque de Malou Malou, là où M. Nanga, avant d'être président de la CENI, il était directeur du secrétariat exécutif national. Là où Rossara Malonda est aujourd'hui, c'est l'homme clé qui a toutes les données et qui a le pouvoir technique électoral. Nous avons subdivisé cet organe-là en 3 départements autonomes et différents pour que personne n'ait tous les pouvoirs. Le secrétariat exécutif national est subdivisé en 3 directions. Il y a un département qui va porter le même nom, secrétariat exécutif national, qui va s'occuper de l'administration des provinces jusqu'aux antennes. Nous avons un secrétariat national chargé des opérations électorales. Il est indépendant de l'autre. Et nous avons l'autre secrétariat national technique qui s'occupe de tout ce qui est logistique et autre chose. À ce moment-là, on ne retrouvera plus à la CENI un tout puissant qui a tout en main, capable de fabriquer aujourd'hui tel député, tel député. Dans cette proposition, selon vous, tout le monde va contrôler tout le monde. Nous avons besoin d'une CENI où les pouvoirs sont équilibrés et qu'aucune personne ne peut décider de faire d'une autre personne un député. J'ai suivi un ancien ministre du gouvernement Tchibala hier sur les antennes d'une chaîne locale. Il dit, mais ces parlements-là, nous savons comment les gens sont devenus députés. Il y a les gens qui n'étaient pas candidats qui ont été proclamés. Il y a les gens qui n'ont pas bâti campagne qui se sont retrouvés députés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés sur des listes qui ont été approuvées. Non, mais vous voyez ces choses-là. Comment 2 personnes peuvent avoir le pouvoir d'isoler et d'ignorer l'ensemble de tous les personnels et se donner la qualité de fabricateur des élus, des députés? Mais c'est ce pouvoir que nous ne voulons plus attribuer à quelqu'un dans la nouvelle configuration de la CENI. Nous ne voulons plus de cela. Mon cher ami, je demande à quiconque a une proposition contraire qui rend la CENI plus indépendante, apolitique et neutre, plus que la proposition de la MOUCA, de venir faire avec moi un débat et nous le démontrer. Voilà, merci. Le débat est lancé. Le secrétaire général de l'ECD, M. Devos Kitoko, est communicateur de la cellule politique de la MOUCA. Il vient de lancer une proposition de Martin Fayoulou. Il estime que cette proposition est la meilleure. Si vous estimez que vous avez une autre proposition plus meilleure que celle-là... C'est la proposition de la MOUCA. Voilà, la proposition de la MOUCA, vous avez une autre proposition plus meilleure que celle-là. Vous pouvez venir pour un débat, mais il faut avoir les idées pour débattre avec M. Devos Kitoko, parce qu'il estime qu'il a plus des idées plus meilleures que vous. Alors, vous estimez qu'avec ces propositions ici, si de l'autre côté on accepte ces propositions, donc vous irez aux élections en 2023, calmement, il n'y aura plus de tensions. Oui, nous pensons que si les amis qui sont dans les institutions issues de la fraude électorale ont une proposition contradictoire à celle de la MOUCA,
nous nous retrouvons autour de la table. Voilà, je lance des messages à M. Jacquemain Chabani parce qu'il était dans une structure au sein de l'UDPS concernant les élections. Ouais. Alors je pense que s'il estime qu'il a des contre-propositions, le plateau est là, vous accepterez faire le débat avec M. Jacquemain Chabani? Je viendrai. Si c'est Jacquemain Chabani, je viendrai. Voilà. Voilà, je dis ceci. Nous avons besoin d'une CENI transparente, d'une CENI neutre. Le point clé, c'est la neutralité, c'est l'indépendance, c'est le refus de la politisation de la CENI. Mon cher ami, nous ne nous sommes pas battus et nous n'avons pas perdu aussi et 13 Kapangala dans les manifestations pour que Nanga soit remplacé par Kadima, Kadima soit remplacé par Sapou. Non, ce n'est pas les personnes comme ça qui comptent. C'est le système, vous voulez que le système change. Nous avons besoin de restructurer l'institution et de lui doter de lois et de structures capables de garantir à tous les Congolais la chance égale d'être proclamé selon la volonté du peuple. Voilà, Monsieur Devos Kitoko, une question me passe à la tête. Vous serez d'accord que si ces réformes vous prennent suffisamment le temps, parce qu'il y a aussi les recensements. Est-ce que, avant d'arriver à cette question, est-ce que comment analysez-vous la question du recensement? Vous avez suivi le président AI de l'UDPS et les autres analystes politiques avérés qui pensent que les recensements peuvent nous prendre suffisamment le temps. Alors avant d'aller aux élections, on doit donner aux Congolais la carte afin qu'on puisse aller aux élections avec une assurance qu'on sait que ceux qui vont voter, c'est des Congolais. Est-ce que la question des recensements, comment vous la traitez au sein de la MOUCA? Oui, avant de revenir à cette question de diversion et de distraction. Oh, comment? La question du recensement, c'est la distraction? C'est une question de diversion et de distraction. Ok. Avant d'arriver là, il faut d'abord préciser que l'AMUCA demande aux parties prenantes à la crise. Mon frère, nous sommes dans une crise. Vous ne pouvez pas. Vu la crise aujourd'hui, il y a l'Union sacrée. Tout le monde suit le chef de l'État. Donc, de quelle crise vous parlez? L'Union sacrée, c'est quoi? Dans quelle charte, dans quel statut, dans quel texte est défini en termes de principes et de piliers ce que signifie l'Union sacrée? Non, vous savez, ça fait même honte que les gens parlent, nous avons adhéré. Vous avez adhéré à quoi? Donc vous avez les Mende, vous avez tous ces vieux loups-là qui ont adhéré à quelque chose qui ne savent ni tête ni quai. Tous ces gens-là, je vous l'ai dit et je vous le confirme. Ce qu'ils nous disent en privé, M. Kitoko, vous continuez avec votre combat pour la souveraineté du peuple, pour l'intérêt du peuple, pour la dignité. Comment vous allez faire la campagne électorale? Allons à la mangeoire, avoir l'argent. Ayons les postes pour que nous ayons l'argent pour faire la campagne électorale. On tente à vous débaucher aussi. Je vous dis que tous ces gens-là sont en train d'aller pour avoir des postes de façon à préparer la campagne à travers les trésors publics. C'est ce que vous pensez ou c'est une réalité? Je ne pense pas. Maintenant, vous vous rappelez que lorsque on a lancé l'idée de l'Union sacrée, on nous a dit que le salut de la nation, c'est la loi suprême. Le salut public, c'est la loi suprême. Les gens ne viennent pas pour le poste, c'est pour sauver la République. Où sommes-nous aujourd'hui? Depuis combien de temps on fait la politique pour avoir le poste et les responsabilités pour gérer. C'est pour vous dire quoi? Vous pouvez tromper une personne, vous pouvez tromper deux personnes, mais vous ne pouvez pas tromper un peuple. L'ennemi du mensonge, c'est le temps. Comme le disait un artiste musicien, les mensonges empruntent l'ascenseur. Arrive très vite, mais la vérité emprunte les escaliers, mais finit par arriver. Nous sommes les recensements, vous n'avez pas répondu à cette question. Aujourd'hui, quelle est la chanson là-bas? Les poids politiques. Comment on définit le poids politique? Mais vous êtes politique, vous le savez. Qu'avant de faire un gouvernement, il y a quand même des forces représentatives. Ce n'est pas des notions que je dois vous apprendre ici quand même, M. Devos Kitoko. Chacun a le nombre de députés que M. Kabila lui avait donné
Et il doit, sur le dos de la population... Donc Fayulu, il était aussi le député de Kabila, parce qu'il a été les mieux élus. Hein, bon, pas mieux élus, derrière Eliezer Tamboué et Alukunga. Non. Il était aussi député de Kabila. Non, je voulais dire... Deuxième aux élections aussi... Je voulais dire que l'Assemblée nationale, l'ESID, mon parti, l'a dénoncé, l'UDPS l'a dénoncé à son temps, et toutes les forces neutres l'ont dénoncé. L'Assemblée nationale, c'est une fabrication de M. Kabila. La question du recensement, M. Devoski Toko. Que pense la Mouka? Que pense la Mouka par rapport à cette question du recensement? Vous avez parlé de la distraction. Alors, nous devons aller aux élections toujours comme ça, sans identifier les Congolais, selon vous. Nous pensons qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est la question des réformes. Parce que nous ne pouvons pas préparer les élections avec les structures et les lois que M. Kabila nous a laissées. Ce sont des lois tellement politisées, des institutions tellement politisées, que l'histoire risque de se répéter. Nous avons déjà perdu 2 années et demie, et les 2 années qui nous restent, on doit mettre à profit pour faire des réformes. Aujourd'hui, la Mouka vous a présenté la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Demain, la Mouka va vous présenter sa proposition de réforme de la loi électorale. Et je crois que les débats entre les partis au conflit, les parties prenantes, doivent tourner autour des réformes pour que nous puissions trouver un consensus. Et le recensement, ça ne vous intéresse pas? Vous échappez trop la question. Répondez à cette question. Non, moi je vous ai dit que le recensement, c'est une distraction et une diversion. Pour 3 raisons. La première raison, c'est une raison financière. Aujourd'hui, les caisses de l'État congolais, en termes de réserves en devises, à la Banque centrale s'élèvent à 600 millions de dollars. Moins que les comptes et l'argent dont disposent les joueurs professionnels en Europe. Les caisses de l'État congolais aujourd'hui, s'il y a une catastrophe, nous n'avons la capacité d'importer pour nourrir notre peuple que d'1 semaine. Comment un pays qui n'a que 600 millions dans la caisse peut engager une opération qui coûte des milliards? L'enrôlement des électeurs, l'année 2018-2017, l'enrôlement des électeurs a coûté à la République 450 millions de dollars. Mais entre le recensement et l'enrôlement des électeurs, quelle est l'opération qui coûte plus cher? Dans l'état des infrastructures, dans l'état de l'administration publique actuelle, dans l'état de tout ce qui se passe dans notre pays, le recensement coûte plus cher aujourd'hui. Non, la République... Le chef de l'ONU, pas moins que je me trompe, il a parlé de 350. Non, je vous dis c'est un appât. C'est un appât pour commencer. Mais il sait du fond de son cœur qu'avec 350 millions, il ne peut pas faire l'enrôlement. Et l'enrôlement ne peut pas prendre... Vous, c'est un expert, vous n'êtes pas expert, M. Devoski Toko. Vous savez, en dehors d'être politique, nous sommes scientifiques. L'enrôlement dans ces pays, l'étendue de notre territoire, les difficultés de circulation, l'état de notre administration, on ne peut pas faire l'enrôlement à moins de 5 ans dans ces pays. Donc pour vous, lui il a parlé de 3 mois, donc pour vous c'est un mensonge, donc il ne faut pas même pas... C'est même ridicule. C'est même ridicule quand quelqu'un vous parle du recensement de la population dans 3 mois. Il a illustré cela par l'enrôlement et dit, même l'enrôlement, s'il vous plaît, il a illustré cela par l'enrôlement. Il dit, l'enrôlement, des fois, ça prend même 2 semaines, 3 semaines. Des fois, il y a les bureaux qui restent vides, on cherche les gens pour venir s'enrôler. C'est la même chose avec les recensements parce qu'il y a déjà les données à la CENI. Je vous dis que si les spécialistes d'enrôlement, si les gens qui font l'enrôlement, comme au Sénégal, les pays d'Europe comme la France et d'autres, apprennent que l'état de la situation du Congo, il y a un monsieur qui passe à la télé pour parler de 3 mois pour faire l'enrôlement, on va vous dire que c'est un pays de malades mentaux. C'est pas normal. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer scientifiquement. Ça ne peut pas passer moralement et même politiquement. Ça, c'est la première raison financière. Il n'y a pas d'argent. Deuxième raison est politique, mon cher ami. On ne peut pas faire les recensements avec un pouvoir illégitime. Vous estimez que ce pouvoir est... Ce pouvoir est issu d'un processus de corruption et de déni de la volonté de notre peuple.
Mais Félix Tshisekedi, partout il passe, on chante Fachi Béton, Fachi Béton. Oui, donc il a l'amour de la population, il est le plus aimé. Hein. Tu connais ce que les Chinois appellent le tolage, les dialélos. C'est cela, il faut éviter. Il est plus populaire que Faïl. Il faut éviter de confondre le peuple et la foule. Il faut faire très attention. Le pouvoir de Kinshasa, c'est un pouvoir illégitime. C'est un pouvoir faible qui ne peut pas engager un peuple dans un processus de recensement. Vous ne voyez pas que non, M. Devos-Kitoko, vous restez un peu trop passéiste parce que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ont compris, ils ont rejoint leurs frères pour aider la République démocratique du Congo, mais vous restez trop dans la haine, dans les radicalismes. J'aime parler de choses sérieuses. Je crois que être avec Moïse, être avec Jean-Pierre Bemba, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le sort de notre peuple. C'est le sort des Congolais. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons des Congolais? Troisième raison. De 2 minutes, comme ça on va passer à autre chose. Qui nous pousse à refuser les recensements. À part les déficits de nos finances publiques, à part l'illégitimité du pouvoir, nous avons un problème d'insécurité. L'autorité de l'État n'est pas établie sur l'ensemble du territoire. L'autorité de l'État n'est pas totale. Mon cher ami, je vous prends les provinces de l'Est. Okay. Les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et même une partie du Sud-Soudan. Les armées de ces pays traversent. Ils viennent former les groupes armés dans notre pays qui attaquent nos villages. Nos frères, nos sœurs abandonnent leur village et ils fuient. Et les populations étrangères viennent les remplacer dans leur propre village, dans leur propre territoire. Et vous avez 6 millions de Congolais déplacés internes. La question que je me pose, parce que selon la déontologie, un invité ne peut pas poser la question à un journaliste. La question que je me pose et que je pose au peuple congolais, on ira recenser les Congolais dans les camps de réfugiés? Les 6 millions? Mais l'armée est en train de récupérer le fief et les territoires occupés par les rebelles de la République. Est-ce qu'on ira recenser les Congolais dans les camps de concentration? Vous trouvez moralement, politiquement et humainement responsable que monsieur se réveille le matin et qu'il prenne les kits de recensement et qu'il aille dans un camp de réfugiés, aller demander aux mamans, aux papas, aux enfants les prélèvements des empreintes pour les recenser dans un camp de réfugiés. Mais les pays ne vont pas s'arrêter quand même, on doit continuer parce que mon cher ami, si l'insécurité est à l'Est, mais c'est pas partout, nous avons 26 provinces. Monsieur Devos-Kitoko, s'il vous plaît, si l'insécurité est à l'Est, mais ce n'est pas partout, nous avons 26 provinces. Mais si on a 24 provinces ou 25 provinces. Dites-moi, là où les groupes armés occupent, il n'y a ni policiers congolais, ni militaires congolais, ni agents de l'administration congolaise, encore moins un drapeau du Congo. Les forces de libération, si c'est démocratique du Rwanda, les ADF Daler, les ADF Nalou, tous, ils s'occupent des territoires où aucun Congolais, aucun militaire congolais ne peut mettre ses pieds. Voilà pourquoi vous êtes en train de dire que c'est Kagame qui gère la RDC. Maintenant, moi je me dis, la question que je me pose, dans ces territoires où les Congolais ne piétinent pas, l'autorité de l'État est absente, qui ira recenser? Il y a la volonté par rapport à notre armée. Alors, nous devons entamer le processus et puis petit à petit, on est en train de récupérer jusqu'à ce qu'on va récupérer. Les élections nous permettent de rétablir la légitimité du pouvoir. Et ces élections, dans ce coin-là que vous avez cité, il n'y aura pas les gens qui vont voter si c'est ça votre idée. Non, mais maintenant, je vous pose la question. Ok. Monsieur Félix Antoine Chilombo, qui dirige le pays par défi, a-t-il eu un bulletin de vote à Beni, à Butembo, à Yumbo? Donc c'est la même chose, on peut aussi recenser 25 provinces. Non, on ne peut pas. Si on laisse l'Est, mais quand même le plus grand nombre de Congolais auront leur carte. Nous ne pouvons pas continuer à répéter les erreurs du passé. Nous avons fait les élections en écartant plus de millions de Congolais, d'électeurs congolais, qui n'ont pas voté. Nous ne pouvons pas accepter demain
d'aller recenser une partie de notre population. Voilà pourquoi nous nous disons, nous devons avoir un consensus national sur les institutions et rétablir l'autorité de l'État par une élection crédible qui va doter le pays des institutions légitimes. Et ensuite, c'est le pouvoir légitime de la RDC, issu de la volonté du peuple, qui doit faire les recensement. Une question directe, M. Devos Kitoko. Pourquoi Martin Fayulu pointe trop du doigt Kagame parce que, selon lui, Kagame a la même mise sur la RDC. En quoi il fonde ses arguments? Mais, mon cher ami, je ne sais pas, il faut peut-être revenir de l'Afghanistan ou d'un monde fermé pour ne pas comprendre que le Rwanda a une mainmise sur la gestion de notre pays. Ce n'est pas peut-être ça le débat du jour. Nous parlons de l'insécurité. L'AFDEL qui a mené le groupe Kabila au pouvoir était constitué de qui? Vous avez entendu parler de brassage et de mixage. C'était quoi? Les rebelles d'IRCD, Goma, d'IRCD, ceci, tout ça, était constitué de qui? Des Rwandais. Quand on a fait le mixage, entre les militaires congolais et les militaires rwandais qui sont devenus, les Rwandais devenus des officiers congolais dans notre armée. Ça, c'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous allez au Rwanda, il y a les usines de raffinerie de l'or, des cassidérides, et les usines de traitement de cobalt. Le Rwanda n'a pas une seule mine d'or, de cobalt. Ils viennent récupérer chez nous par l'instrumentalisation des groupes armés. Mais quand vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est que vous êtes complices. Cher ami, nous sommes en train de mener un combat pour la dignité de notre peuple. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Voilà. Monsieur Devos Kitoko, je rappelle qu'il est professeur, il est également secrétaire général de l'ECD et coordonnateur de la cellule politique de la Mouka. Monsieur Devos Kitoko, parlons du gouvernement en gestation, gouvernement de l'Union sacrée, gouvernement Samalou Koundé. Selon vous, pensez-vous que ce gouvernement sera à mesure de relever les grands défis de la République démocratique du Congo? Je l'ai toujours dit et je vous l'ai dit. Depuis le hold-up électoral du 30 décembre 2018, nous n'avons jamais attendu un gouvernement. Nous n'avons jamais attendu un gouvernement. Tout celui qui sera nommé Premier ministre aussi longtemps que la victoire du peuple n'a pas été reconquérée, aussi longtemps que la souveraineté du peuple est sabotée, il est le fruit d'un processus de fraude et de tricherie. Donc vous jetez la malédiction sur ce gouvernement? Pour nous, le gouvernement Ilunga Ilunkamba, le gouvernement Sama, c'est pareil. Vous ne pouvez pas traiter un serpent de venimeux et adorer les vertus de ses œufs. Il a parlé d'un gouvernement de guerriers avec une nouvelle classe, une nouvelle énergie, une manière de résoudre les problèmes des Congolais. Est-ce que vous ne croyez pas à la jeunesse? Parce qu'il est intelligent quand même. Il s'est démarqué. Non, je ne fais pas individualiser les débats sur la personnalité. C'est votre Premier ministre. C'est votre Premier ministre, M. Sur la personnalité de quelqu'un. Il faut voir les contextes et les systèmes dans lesquels l'homme évolue. Vous pensez que un parlement dirigé par M. Mbosso, un Sénat dirigé, une Assemblée nationale plutôt, une Assemblée nationale dirigée par Mbosso, un expérimenté, un Sénat dirigé par irréprochable dans sa partout il a passé. Vraiment que c'est cela la rupture. Vous pensez vraiment que c'est la rupture? Vous reprochez Mbosso. En quoi vous reprochez Mbosso? En quoi vous reprochez Bati? Parce que je ne reproche personne. Je suis en train de vous dire que... Vous avez cité là, non? Oui, je sais que je vous dis. Ce sont des pions d'un même système. Comme nous l'avons dit, ce sont des fusibles pour la protection du bâtiment. Lorsqu'il y aura un mauvais courant, ils vont sauter. Comme Mabunda a sauté, elle était fusible. J'ai dit à vos collègues qui me parlaient de l'arrestation de Caleb Moutonde. Je leur ai dit, il était fusible, mais il croyait être les bâtiments. Non, les bâtiments étaient à part. Lui, c'était un fusible de protection du bâtiment.
Maintenant qu'il y a eu un mauvais contact de courant, il a sauté, les bâtiments restaient les mêmes. Maintenant, il est en train d'errer à travers la République. Vous êtes aussi pour qu'on l'arrête? Vous êtes aussi pour qu'on l'arrête, qu'on juge Caleb? Je ne suis pas ni pour ni contre. Je suis pour que la justice soit rendue. Parce que Caleb dit tout ce qui se passe c'est contre les lois de la République, c'est contre la justice. Vous étiez dans l'opposition quand Caleb faisait ses œuvres. Vous pensez qu'il mérite d'être devant les juges? Je ne peux pas défendre Caleb. Je ne peux pas défendre Caleb. Vous semblez le défendre. Je ne suis pas son avocat. J'ai dit que c'était invisible. Il était au service. Donc il doit être devant la justice selon vous. Oui, mais j'ai dit que mais ceux qui ont porté plainte, qui ont des choses... Christopher Ngoye et les autres. Qui ont des choses... Écoutez-moi, parce qu'après vous allez déformer mes propos. Ceux qui ont porté plainte contre lui, qui ont des faits infractionnels à l'opposé, ils sont devant les juges. Et c'est au juge de faire le droit, de dire le droit. Ça, c'est pas mon problème. Merci. Mais ce qui est mon problème, c'est quoi? C'est dire à ceux qui sont en train de nous intimider, à ceux qui montent des petites cabales, nous allons M. Kitoko, on va les neutraliser, on va voir. C'est pour les dire que vous tous là... L'UDPS prend la démocratie, M. Devos Kitoko, pendant 37 ans quand même. À un moment donné, vous allez sauter. Voilà, M. Devos Kitoko, nous chitons avec vous. Je sens que vous avez déjà prédit le malheur pour l'Union sacrée, que ce gouvernement ne va rien donner. Alors, on chite par cette dernière question, l'essentiel des Congolais. Vous avez vu, le chef de l'État quand même a visité les grands marchés. Zando, on doit casser, reconstruire. Une bonne décision? Bon, ma chère amie, moi je suis politologue de formation. Notre pays est régi par une loi sur la décentralisation, la loi de la libre administration des provinces. Dans cette loi, il y a des matières concurrentes et des compétences exclusives. La gestion des marchés centraux relève de la compétence du gouvernement provincial. Ça me fait mal de voir quelqu'un qui prétend être président de la République, qui quitte son bureau de la présidence de la République, avec toutes les tueries de l'Est, avec tout ce qui se passe dans notre pays, il a le temps d'aller gérer. Il est le garant de la nation, il est le père de plusieurs Congolais. Lorsqu'il y a des mamans et des papas qui pleurent, il peut venir visiter, voir et trouver la solution pour eux. Si c'était Martin Fayulu, n'allait pas faire quelque chose. Dans toutes conditions restant égales par ailleurs, si le marché central de Bakwanga a des problèmes, il va prendre son avion, il va aller en Bushima pour régler le problème des marchés de Bakwanga. Donc c'est indécent pour lui. Et si le marché central de Goma a des problèmes, il va prendre. Donc lui là, il faut penser que lui a le temps d'aller régler les problèmes des marchés centraux de la République démocratique du Congo. C'est manque à faire. Et c'est l'amateurisme au sommet de l'État. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un problème d'argent. C'est que ma mère, ma maman, que je respecte beaucoup, Maman Bazaïba, qualifiait de problème de locotro. Pour reconstruire cette... Aujourd'hui, elle est à l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut nous dire... Elle a traversé. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quelle est la formule d'appel d'offres? Comment ce marché s'est fait? À qui est-ce qu'on a attribué ce marché de reconstruction? Mais je me demande là, vous dites que le président est allé et régler le problème du marché central. Savez-vous que M. Eteni, les ministres de la Santé, et M. Ngobila, le gouverneur de la ville, se sont affrontés à l'hôpital général de Kinshasa pour le contrôle du comité de gestion? Les fractions armées de ces deux messieurs, jusque à l'intérieur, il y a eu des malades qui sont morts. Pourquoi n'est-il pas parti dénonciations terribles, c'est que vous êtes en train de Pourquoi n'est-il pas parti sauver les vies humaines? Merci. Et comment on peut admettre que ce jour se passe? Mais quand il s'agit du marché, on prend tout son temps. Parce que nous parlons social, je vous donne le mot de la fin, voilà, 30 secondes. Vous regardez la caméra, s'il vous plaît. Attendez, 30 secondes, vous regardez la caméra. La dernière question. Qu'est-ce que vous pensez, la Mouka, concernant les vaccins? Parce que ça concerne aussi les sociétés des Congolais. C'est aussi votre mot de la fin. Les questions de santé, ce sont des questions techniques. Et les questions techniques sont traitées par des experts. Ce ne sont pas des questions à politiser. Nous, à la Mouka, nous nous remettons aux analyses des experts. Le Congo a des grands médecins dans tous les domaines, des biologistes, des laborantins.
Ils vont analyser tout vaccin qui va venir, ils vont nous donner des conseils. Et nous allons nous remettre au conseil des experts congolais. Merci, Monsieur Devos Kitoko. Je rappelle que vous êtes professeur. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD et coordonnateur de la cellule politique de la MOUCA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, avec lui, on a tenté de répondre aux questions très questionnantes. On a parlé des réformes. On a également parlé des élections 2023, l'insécurité, les sociales des Congolais et le gouvernement Samaloukonde. On n'a pas parlé des déclarations de Martin Fayulu, mais il a quand même tout ramassé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre Télévision et suivez-nous chaque jour ici à PS TV à partir de 15h et la rediffusion à 23h40. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.